Bonjour, nous allons étudier les différentes possibilités et propriétés de l'éditeur de Far Cry. Normalement, à la première ouverture de l'éditeur de Far Cry, vous devez obtenir cette configuration de fenêtres. Une fenêtre map et une fenêtre perspective. Regardons maintenant comment l'on peut se déplacer dans la fenêtre map. Cliquez avec le bouton droit de la souris et draguez la fenêtre. Utilisez la molette de la souris pour faire un zoom sur la texture. Vous voyez ici les informations numériques pour les coordonnées X, Y de la map. Cette map ici, par défaut, est une map de 2048 par 2048 à cet endroit, le 0 XY étant ici. Vous pouvez agrandir cette fenêtre simplement en cliquant à cet endroit avec le bouton gauche de la souris. Si pour une raison quelconque vous n'avez pas cette configuration de fenêtre, vous pouvez changer cette configuration en cliquant à cet endroit avec le bouton droit de la souris et en utilisant le menu Configure Layout. Ici vous voyez la possibilité de configurer les différentes fenêtres de plusieurs façons, soit une simple fenêtre jusqu'à 4 fenêtres par exemple. Utilisons la notion de 4 fenêtres, OK. Et là nous constatons que nous avons 4 fenêtres, l'une étant la fenêtre perspective. Ici vous avez la fenêtre de gauche, la fenêtre de face et la fenêtre de dessus. C'est la configuration des 4 fenêtres dans un logiciel de 3D standard. Revenez en mode de fenêtre et allez dans le menu File. Sous Open, vous choisissez une première map solo. Dans mon exemple, je vais prendre le fort. Maintenant, on se représente beaucoup mieux à quoi sert la fenêtre map qui nous donne des informations sur le terrain, les zones texturées en vert, sur l'océan et sur toutes les informations qui s'appellent des entités qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement d'une map solo ou multiplayer. Cliquez maintenant dans la fenêtre perspective pour la rendre active. Vous voyez ici la ligne rouge autour de la fenêtre qui signifie que c'est la fenêtre active. Ensuite, pour pouvoir se déplacer dans la fenêtre perspective, vous utilisez les touches du clavier, W pour avancer, S pour reculer, D pour aller à droite et A pour aller à gauche. Vous pouvez aussi utiliser la molette de la souris pour faire un zoom dans la map. La variable speed en bas de l'écran ici va permettre de régler la vitesse de déplacement de la souris dans la map. L'icône qui se trouve à côté va permettre soit de se déplacer dans la map en suivant le contour du terrain, soit en transperçant carrément à travers la map. L'utilisation de l'icône suivie de terrain sera très utile lorsque vous voulez vous déplacer depuis un monde extérieur vers un monde intérieur. Agrandissez la fenêtre perspective et faites un zoom sur votre map pour obtenir à peu près cette image. Maintenant, intéressons-nous au menu affichage qui se trouve ici à la place de cette icône en forme de moniteur. Au moment où vous cliquez dessus, vous faites apparaître toutes les propriétés de ce menu. Vous voyez ici, dans cette première partie du menu, toutes les entités qui sont nécessaires pour créer une map. Vous avez des broches, vous avez des tags points qui seront des points pour le contrôle des soldats, l'intelligence artificielle, les volumes, etc. Vous pouvez maintenant, grâce à ce menu, cacher les choses soit séparément, en cliquant ici sur
les différentes catégories, ou en faisant simplement All. À ce moment-là, vous cachez toutes les catégories, donc vous allégez votre map et ceci sera très utile au moment de la construction d'une nouvelle map. Dans la deuxième partie du menu, sous Render Setting, vous allez pouvoir choisir les parties de la map qui vont être rendues dans votre fenêtre de preview. Si par exemple je clique ici sous terrain, vous voyez que je fais disparaître le terrain de la map. Skybox, le fond est bleu. Le volume du brouillard, ici, que je peux activer ou désactiver. L'océan, et ainsi de suite. Déplacez-vous à un autre endroit de la map et sélectionnez les render settings, par exemple, de cette façon. Et ensuite, dans la catégorie, vous rendez visible les broches. Vous voyez ici qu'un rocher est considéré comme une broche. Maintenant, déplacez votre curseur sur le rocher et vous voyez que celui-ci est entouré d'une boîte. Cliquez dessus pour que cette boîte soit sélectionnée. Une fois que le rocher est sélectionné, on voit apparaître le système d'axes X, Y et Z. On peut déplacer le rocher grâce à l'outil de déplacement qui se trouve ici, en s'approchant d'un des trois axes X, Y, Z pour le déplacer dans le sens de l'axe. Dans le bas de l'écran apparaissent les coordonnées numériques des valeurs de X, Y, Z. On peut donc directement dans ces fenêtres indiquer une valeur numérique. Si vous cliquez sur cette icône, vous allez activer une grille qui va permettre d'accrocher le rocher sur les maillages de cette grille. Vous pouvez ici définir le pas de la grille. Alors prenons dans le cas présent une unité et maintenant essayons de déplacer le rocher. Vous voyez que le rocher se déplace en s'accrochant sur les coordonnées de cette grille. Les différentes icônes X, Y, Z et XY vont en somme contraindre le déplacement par rapport à cet axe, c'est-à-dire que l'on est verrouillé sur l'axe. Si par exemple je clique sur l'icône XY, je vais dans ce cas me déplacer suivant le plan. Regardons maintenant l'outil de rotation en sélectionnant cette icône. Je désélectionne ici verrouillé à l'angle et je me place par exemple sur cet axe pour voir que le rocher va tourner par rapport à cet axe. Maintenant, si je force la rotation suivant un angle, je sélectionne cette icône et à ce moment-là, la rotation va se faire ici avec un angle de 45 degrés. Je peux aussi utiliser la rotation avec une valeur numérique. Si par exemple ici je mets moins 45 degrés suivant l'axe des X, vous voyez que le rocher bascule de 45 degrés. Les icônes Undo ou Redo vous permettent de revenir en avant ou en arrière par rapport aux actions que vous avez effectuées. Si l'on désire changer les proportions du rocher, on va utiliser l'icône suivante qui est l'icône échelle. Maintenant, si je me place directement ici sur le système d'axes, vous voyez que je peux agrandir ou diminuer le rocher. Mais ceci dans les trois directions en même temps, c'est-à-dire en X, Y, Z. Je peux bien sûr changer la dimension suivant un axe. Il suffit simplement ici de déverrouiller le cadenas et par exemple j'agis sur l'axe des X. Vous voyez que j'augmente, je diminue l'échelle suivant l'axe des X. Vous pouvez faire ceci suivant les trois axes séparément. Une map étant constituée de différents types d'entités, on peut sélectionner celle-ci en utilisant l'icône flèche ici
et en sélectionnant l'entité que l'on désire. Par exemple, ici, si je mets No Brush, je ne pourrais pas sélectionner les rochers puisque le rocher est considéré comme une broche. Venons sur Brush et on voit que ici maintenant je peux sélectionner le rocher. Regardons maintenant comment l'on peut placer une simple entité, par exemple un rocher, sur la map. Alors j'ouvre le répertoire simple entité et ici je choisis la catégorie naturelle et ensuite rocher et je prends ce type de rocher. Ensuite je sélectionne cette icône qui va me permettre de m'aligner sur le terrain et je fais un simple drag and drop, c'est-à-dire glisser-coller. Vous voyez ici que le rocher suit bien le contour du terrain. Je clique pour le positionner. Faisons maintenant cette expérience. Je choisis une boîte de munitions et je la positionne sur le terrain. Vous voyez que je suis bien le terrain et que je passe sous la hutte. Maintenant, si je veux que je ne passe pas sous la hutte, je vais d'abord sélectionner cette icône qui va me permettre d'aligner l'objet sur le plancher de la hutte par exemple, ou bien soit sur le terrain, soit en haut du rocher. Un clic pour positionner définitivement. Regardons une méthode de sélection qui peut être très pratique lors de la construction d'une map. Maintenant, je suis en sélection de n'importe quelle entité. Donc, première chose, je viens sur No Brush, car les boîtes ici, ou les caisses, sont considérées comme des No Brush. Je clique sur la première, ensuite, grâce à la touche CTRL, je sélectionne les 4 caisses. Ensuite, dans cette fenêtre, je vais marquer le nom de caisse. Sélectionnons ensuite la boîte de munitions et faisons une copie de cette boîte, simplement ici en cliquant sur l'icône clone. Vous voyez que là j'ai une deuxième boîte. Bon, maintenant je sélectionne ces deux boîtes de munitions, toujours avec la touche CTRL, et j'indique ici munitions. Cliquons n'importe où dans la map pour désélectionner soit les boîtes de munitions, soit enfin toutes les entités. Maintenant revenons ici sur la fenêtre caisse et vous voyez ici que j'ai toutes les caisses qui sont sélectionnées. La même chose avec munitions, c'est à ce moment-là les munitions qui sont sélectionnées. Je peux supprimer ces différentes présélections simplement en sélectionnant par exemple munitions et en cliquant sur cette icône ici et je supprime le nom de munitions. Par contre, caisse est toujours actif. Comme une map est constituée de beaucoup d'identités différentes, nous avons la possibilité de voir tous les objets qui constituent cette map. Alors, par exemple, faites un clic sur cette caisse et ensuite cliquez sur cette icône qui va vous montrer toute la liste des objets qui sont contenus dans la map. Vous trouvez ici les indications sur la caisse que vous avez sélectionnée au préalable. Cette fenêtre est extrêmement pratique lors de la conception d'une map. Vous pouvez déjà faire la liste par rapport au type d'entité. Si je désélectionne ici ceci, je vois apparaître ici que la liste, par exemple, des brushes. Voilà les brushes ici qui constituent cette map. Cliquez par exemple sur ce type de rocher et ensuite faites OK. Maintenant, en cliquant sur cette icône, vous allez pouvoir vous positionner sur l'objet que vous venez de sélectionner. Revenez sur la fenêtre Select Objet et ensuite en gardant le même nom de rocher, faites simplement cliquer sur la touche Hide, c'est-à-dire que vous allez rendre invisible ce rocher. Alors, allez dans Display List des objets qui sont cachés, vous voyez le nom du rocher apparaître, et ensuite si vous faites OK, vous voyez ici que le rocher a disparu.
Pour rendre à nouveau visible l'objet, il suffit simplement d'aller dans la liste des objets qui sont cachés, de sélectionner cet objet et de cliquer sur Unhide. OK, le rocher est de nouveau visible. Sélectionnez à nouveau le rocher et maintenant cliquez sur la touche Freeze. OK. Vous voyez ici que le rocher est bien présent sur le sable, mais par contre, vous ne pouvez plus le sélectionner. Par contre, les rochers avoisinants sont sélectionnables. Pour pouvoir de nouveau resélectionner le rocher, il suffit d'abord d'aller dans la liste des objets qui sont freezés et ensuite de le sélectionner et de faire Unfreeze. OK, le rocher est de nouveau sélectionnable. Je peux bien sûr sélectionner plusieurs objets en même temps en sélectionnant d'abord le premier rocher. Ensuite, grâce à la touche Shift, je peux faire une liste de sélection. Je peux aussi, grâce à la touche CTRL, aller sélectionner des objets séparément. Sélectionnez à nouveau toutes les entités. Ensuite, allez dans la fenêtre Fast Select et tapez par exemple ce nom, Area, pour voir apparaître toute la liste des noms qui commencent avec le terme Area. Faites maintenant cette expérience pour bien comprendre la relation entre cette fenêtre et la fenêtre d'affichage dans le Preview. Alors sélectionnez simplement l'entité tag.point pour constater ici qu'aucun tag.point n'est disponible. Donc revenez ici dans le menu affichage et rendez sélectionnables toutes les entités. Ensuite, je retourne dans Selected Object et je vois que maintenant sous tag.point, des entités sont visibles. Pour la suite des explications, nous allons exporter les textures de cette map. Cliquez sur l'icône texture. Ensuite, cliquez sur le bouton Export. Donnez ensuite le nom de texture layer par exemple et faites enregistrer. Pour créer une nouvelle map, je vous conseille de fermer l'éditeur et de le réouvrir. Ensuite, vous allez vérifier les paramètres dans le menu affichage de façon à ce que tous les render settings sont sélectionnés et aussi que toutes les catégories soient visibles. Pour créer votre première map, vous allez suivre la procédure suivante. D'abord, vous faites File et New. Ensuite, vous donnez un nom à votre nouvelle map, par exemple Mi-Map. Ensuite, vous utilisez la variable utilisation du terrain et ici, vous pouvez choisir la résolution de votre map. Alors, pour notre exemple, nous allons choisir 1024 par 1024. Là, vous avez la définition du nombre de mètres par unité. Ensuite, vous cliquez sur OK pour générer votre première map. Après le calcul de l'ordinateur, vous devez obtenir normalement ce résultat. L'ordinateur vient de calculer certains composants de la map. Alors, vérifions lesquels. Allez dans le menu affichage. Désélectionnez par exemple la Skybox. Voilà ce que vous obtenez. Désélectionnez aussi le Fog, c'est-à-dire le brouillard, qui est à cet endroit de la map, et ensuite l'océan. Les trois composantes étant créées, le ciel, l'océan et le brouillard sur l'horizon, nous allons créer maintenant un terrain au milieu de l'océan. Alors, pour cela, vous cliquez sur l'icône Terrain. Il existe plusieurs façons de créer un terrain. Commençons par la première façon est de générer un terrain artificiellement ou aléatoirement. Cliquez sur cette icône. Vous pouvez, dans cette nouvelle fenêtre, changer les paramètres. Faites ensuite OK pour créer un premier terrain aléatoire.
Maintenant, vous pouvez modifier la map manuellement en choisissant ici la grosseur d'une broche. Quand je clique avec le bouton gauche de la souris, je crée de nouvelles montagnes et avec le bouton droit, je peux effacer des zones de la map. Vous pouvez aussi maintenant lisser les montagnes grâce à cette icône. Pour rajouter du bruit, vous cliquez sur cette icône qui se trouve à côté. Si par exemple je choisis cette grandeur de broche et ensuite je clique sur cette icône, je vais créer du bruit dans la broche. Vous pouvez à tout moment nettoyer le terrain en faisant simplement Erase. Regardez le menu File et vous constatez ici que vous pouvez exporter la map ici, c'est-à-dire votre terrain, ou bien aussi importer depuis une map existante. Le menu modifier va permettre par exemple de créer des îles, de supprimer la mer ou bien de définir le niveau de l'eau, ainsi que d'autres options pour lisser les différentes parties du terrain. Le terrain étant maintenant généré, regardons les paramètres de la lumière. Donc cliquez sur cette icône pour faire apparaître une fenêtre qui va nous permettre de définir tous les paramètres de lumière du terrain. Alors, ici vous avez la direction du soleil, la hauteur du soleil. Pour agir sur la lumière ambiante, il vous faudra sélectionner la technique de calcul DP3 et ensuite vous pouvez agir sur la lumière ambiante comme ceci. Revenez sur Précise. Ensuite, deux possibilités de jouer sur la couleur du ciel. Donc laissez ceci par défaut pour l'instant et la couleur du soleil. Là vous avez un multiplicateur de lumière. Les paramètres se trouvant dans cette partie du menu servent à créer les ombres sur le terrain, que vous pouvez activer ou désactiver. Ici, ce sera l'intensité de l'ombre que vous pouvez régler. Et grâce à ce paramètre, vous allez régler le flou de l'ombre. La prochaine étape va être de choisir les textures. Alors, cliquez sur cette icône pour faire apparaître le Terrain Layer Editor. Maintenant, vous faites Import et vous allez choisir le texture layer que vous aviez exporté tout à l'heure. Ensuite, vous faites OK pour l'instant. OK sur la fenêtre terrain pour voir apparaître maintenant un premier terrain dans votre map. Vous devez à peu près obtenir ce résultat. Mais ici, les textures ne sont pas plaquées sur le terrain. Alors, pour plaquer les textures sur le terrain, il va falloir relancer un calcul. Vous allez ici dans File et vous faites Générer surface texture. Vous cliquez sur Oui pour faire apparaître encore une nouvelle fenêtre qui va vous demander de choisir une définition de texture. Alors, dans mon cas, je vais garder par défaut cette définition. Je fais OK. Après un petit moment de calcul, vous devriez obtenir ce résultat. Pour la bonne compréhension du menu Texture, nous allons créer une map simplifiée. File, New, Mi-Map 1 par exemple, utilisation du terrain, mais ici on va mettre une résolution de 256 par 256 pour que le temps de calcul soit rapide. Menu terrain, je regarde dans le menu Modifie la hauteur du niveau de la mer. Souvenez-vous que la valeur est 16. OK.
Ensuite, je crée ici une broche qui aura une hauteur de 16,5. Cliquez ensuite sur OK et vérifiez que vous avez réalisé une plaine avec une hauteur de 16,5. Revenez sur le terrain, rajoutez une broche de 30 de hauteur au milieu de la plaine, faites OK, vérifiez. Vous voyez ici que j'ai 30 de hauteur, 16,5 sur les bords. Rajoutons encore une petite montagne. Je mets cette fois une valeur de 100. OK. Vérification. Je clique ensuite sur le menu Lumière du soleil pour changer un peu les paramètres. Par exemple comme ceci. OK. Ensuite, je vais dans le menu Texture. Si je clique sur la valeur par défaut, c'est la valeur de la texture qui se trouve au fond de la map, en somme, à une valeur de 0. Ici, je peux choisir l'autre texture et changer la texture du fond de la mer, par exemple. Alors, je vais choisir Paradise Sand, Open, OK. Et maintenant, je vais lancer un calcul de génération de la surface. Oui. Et là, je choisis 512 par 512 pour gagner de la vitesse de calcul. Voilà à peu près le résultat que vous devez obtenir. Première constatation, c'est que si je désactive l'océan, je vois que cette texture est répartie sur toute la map. Je reviens maintenant dans le menu Texture et je vais rajouter un layer, c'est-à-dire une couche de peinture sur la map. Alors je clique ici, je donne le nom par exemple d'herbe. OK. Je reclique sur herbe pour faire apparaître ce menu, ici, qui soit actif. Ensuite, je fais l'autre texture et je choisis de l'herbe. Par exemple, ce type d'herbe, Open. Et maintenant, je vais utiliser la notion de masque. Si par exemple, je désire que l'herbe commence à une hauteur de 30, je vais positionner ce curseur du masque à 30. Ensuite, je fais Set Start. Vous voyez ici qu'apparaît un masque. Le fond noir va laisser passer la couche qui se trouve en dessous, qui est la couche par défaut. Et la zone blanche est la zone de la texture. Ici, on voit d'ailleurs le résultat dans cette fenêtre de preview. Si par exemple je décide que la hauteur de l'herbe s'arrête à l'altitude 50, il suffit de mettre dans 7n la valeur 50. Vous voyez ici le résultat, ainsi que le masque. Avec ici ce curseur, vous pouvez agir sur la pente de l'effet. Vous voyez ici des résultats différents. Il faut bien faire attention que cette variable soit active, car c'est elle qui crée le masque. Ici, vous avez la possibilité de rendre plus lisse le masque en activant cette variable. Rajoutons maintenant un nouveau layer, mais du rocher, que l'on mettra à une altitude supérieure à 50. Alors, de nouveau, créer un nouveau masque que j'appelle rocher. L'autre texture, choix d'une texture rocher, Open. Maintenant, je vais générer les altitudes du masque.
Alors, j'ai dit que je démarrais en 50 et je finis, bon, tout en haut de la map. Voilà le résultat final. Maintenant, je fais OK et je relance un calcul de surface. Toujours avec une petite définition pour gagner du temps de calcul. Voilà le résultat que vous devriez obtenir. Regardez la texture herbe. Vous voyez à peu près la définition de cette texture. Maintenant, nous allons voir comment l'on peut augmenter la définition de la texture, c'est-à-dire de donner plus de détails à l'herbe, par exemple. Vous cliquez sur les layers défauts. Ensuite, vous cliquez sur Edit Surface Type. Vous faites Add et vous donnez par exemple le nom de détail de l'herbe, Rename. Ensuite, vous cliquez sur Détail texture et vous choisissez dans le répertoire terrain et détail une texture d'herbe plus fine. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Open. Vous changez l'échelle de cette texture en mettant une valeur, par exemple, de 0.5 pour la valeur de X, pour l'échelle en X, et l'échelle en Y, je mettrai aussi 0.5. Je fais OK. Et je retourne sur la texture herbe. Et ensuite, dans le type de surface, je vais choisir détail herbe. Maintenant, je fais OK et je relance un calcul. Vous constatez maintenant que la texture de l'herbe est beaucoup plus fine. Vous pouvez maintenant en faire autant avec la texture rocher. Mais ici, je vais utiliser la projection suivant l'axe des X. Voilà un résultat intéressant. Vous pouvez vous amuser à changer la direction de projection suivant les axes X, Y ou bien Z. Pour pouvoir peindre directement des textures sur le terrain, il va falloir préparer un layer d'une façon spéciale. Alors, je crée un nouveau layer. Je donne le nom de Manuel Herbe. Et ensuite, je choisis une texture. Et maintenant, je dois désactiver la génération automatique du masque. Pour vérifier que tout s'est bien passé, vous allez dans le menu ici Layer Painter et vous devez voir dans les layers le nom de Manuel Herbe. Maintenant, vous pouvez peindre d'une façon extrêmement simple. Vous avez ici une broche dont vous pouvez changer le rayon. Ensuite, il suffit simplement de cliquer avec le bouton gauche de la souris pour peindre sur le terrain. Si vous voulez supprimer l'herbe, vous appuyez sur la touche CTRL en même temps. Vous pouvez bien sûr ajouter du détail dans l'herbe. Essayez les différentes variables du Layer Painter. Là, vous constatez que vous peignez plus ou moins sur le terrain en changeant cette valeur. De la même façon que vous avez utilisé le Layer Painter, vous allez pouvoir modifier les hauteurs du terrain. Ici, vous avez plusieurs variables. Le rayon de la broche que vous utilisez, la hauteur de la broche pour sculpter dans le terrain. Maintenant, pour sculpter, je clique avec le bouton gauche et simplement je fais un drag sur le terrain. Vous voyez que j'apparais presque au niveau de l'eau avec une valeur de 16. J'augmente la hauteur de la broche à cet endroit pour compenser. Voilà. Vous pouvez aussi facilement prendre la hauteur d'un terrain simplement en appuyant sur la touche CTRL
pour faire apparaître la pipette et cliquez avec le bouton gauche pour prendre la hauteur à cet endroit. Cette hauteur est actuellement de 25,76, ce qui vous permet de mettre le terrain à la même hauteur. Faites maintenant cette expérience en prenant la hauteur à cet endroit du terrain, par exemple ici. Ensuite, activez le bruit sur la broche. Changez peut-être l'échelle en la rendant un peu plus petite et ici, essayez de peindre ou de sculpter le terrain. Vous voyez le résultat. Si vous désirez rendre de nouveau lisse une partie du terrain, vous pouvez utiliser cette broche qui se trouve ici, qui s'appelle Smooth, et qui va vous permettre de lisser le terrain à l'endroit de la broche.